5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Les députés de la 9e législature, toutes tendances confondues, sont annoncés au palais de la Marina pour ce lundi. Ils vont tour à tour rencontrer le chef de l'État, Patrice Talon, en fonction des différentes sensibilités politiques. On apprend que les questions de relecture du code électoral et de supposées révisions constitutionnelles seront au menu des échanges. Patrice Talon tente-t-il de désamorcer la bombe sociopolitique qui s'annonce? On a vu des postures se radicaliser à l'évocation d'une certaine actualité relative à la loi fondamentale. Eh bien, nous faisons le débat. Et puis, on le sait, l'avenir de la zone franc n'est plus un sujet tabou en Afrique de l'Ouest où les opinions et les économistes débattent désormais publiquement de son futur symbole colonial pour les uns, instrument de servitude pour certains, facteurs de stabilité économique pour d'autres. Le franc CFA n'en finit plus de susciter les commentaires les plus passionnés. Elle aurait dû être remplacée par l'éco, monnaie pensée pour l'ensemble des pays de la CEDEAO, mais qui n'est toujours pas effective. Au Bénin, l'État attend l'autorisation de ratification du Parlement. Les députés débattent autour de la question sans pour autant trouver encore consensus. Au-delà des considérations économiques, l'éco est aussi une question politique. Justement, peut-on appréhender la question uniquement sous l'angle économique? Les francs-parleurs du lundi vont essayer de nous éclairer. Et en interactualité, Félix Tshisekedi Tshilombo s'offre un nouveau et dernier bail de 5 ans. Théoriquement à la tête de la République démocratique du Congo à la suite d'une élection fortement contestée par l'opposition. Le fils du Sphinx de Limete a prêté serment samedi dernier devant une quinzaine de chefs d'État dans un stade des martyrs plein à craquer. C'était la guest. Bien sûr, reste à savoir si les espoirs fortement nourris par les populations trouveront écho favorable, surtout avec une situation sécuritaire aussi désastreuse dans l'est du pays et des rebelles toujours aussi armés jusqu'au front. Félix Tshisekedi, Fachi, comme il est surnommé dans son pays, a bien évidemment du pain sur et sous la planche. C'est ce que nous allons voir avec mes invités. Mes invités n'ont pas changé, ils demeurent les mêmes. Franc-parleur du lundi comme toujours, prêt évidemment à dégainer au besoin, à calmer aussi s'il le faut. Bonjour et bienvenue. Non, n'allons pas dégainer. Verbalement, bien sûr. N'avons pas la main sur la gâchette. C'est bien sûr sans compter l'avis du docteur, hein, qui est souvent très tranché. Non, nous avons des problèmes de Francis est heureux d'avoir retrouvé sa place ce matin. C'est pourquoi... Non, de façon rotatoire, la chaise doit pouvoir passer d'un individu à un autre. C'est démocratique. On a dit nul. Ne doit faire plus de 2 mandats de ça. Sur une chaise. Donc vous ne revenez pas sur la chaise. Vous ne revenez pas sur la chaise. Je veux bien voir la couleur de cette constitution. Selon la loi fondamentale de 5 sur 7 matin, en tout cas, ce n'est pas encore inscrit. Alors, Francis Atali, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Un plaisir de vous retrouver. Mais le plaisir partagé. Docteur Paul-Marie Wissou, bonjour. Bonjour. Alphonse Messouli, bonjour. Bonjour à vous, chers confrères. Bonjour à toutes et à tous. Le plaisir est toujours... C'est un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau chaque lundi matin ou presque. Allez, messieurs, on s'intéresse à cette actualité de ce lundi. Hein. C'est ce qu'on a appris ce week-end. Le chef de l'État rencontre les députés de la 9e législature, toutes tendances confondues. Oui, ce matin, je crois, à 11h30, le chef de l'État doit recevoir les députés du Parti Les Démocrates. À 17h, il recevra ceux du Bloc républicain. Je crois que, bon, c'est un dialogue qui permet d'aplanir les difficultés. Et cela vient battre en brèche la théorie du porte-parole du gouvernement qui dit que la révision de la Constitution n'est pas à l'ordre du jour. On ne parle pas très tôt. Le chef de l'État va rencontrer les partis parce que le travail sera fait au niveau de l'Assemblée nationale. Certainement, par rapport à l'injonction de la Cour constitutionnelle, le chef peut-être va aller dans les détails, demander à ce que les choses soient faites dans l'ordre pour qu'on n'ait pas d'affrontement. Parce que déjà, dès qu'on a reçu l'injonction de la Cour qui demande de revoir les dates, parce que j'ai dit sur ce plateau, si on ne sait pas bouger les éléments du code électoral, on sera obligé de donner un coup de pied dans la Constitution parce que les dates sont serrées. Donc, il va falloir qu'avec le chef de l'État, les gens discutent. Moi, j'aurais souhaité que ça soit le langage franc, hein, qu'on ne fasse pas de langue de bois, que chacun dise. C'est que certainement que le chef de l'État, il a des desiderata qu'il voudrait soumettre aux partis politiques, aux représentants des partis politiques à l'Assemblée nationale. Et je crois qu'à l'issue de ces différents entretiens, chacun de nous aura une idée sur ce
est-ce qu'on va réellement réviser la Constitution, parce que c'est le nœud de la question. On ne peut pas toucher au code. Si on touche à certains éléments du code, on va forcément toucher à certains éléments de la Constitution. Donc certainement, c'est pour s'entendre avec le chef de l'État sur les éléments sur lesquels il ne faudrait pas toucher. Alors, docteur Paul-Marie Ouessou, que vous inspire cette rencontre annoncée entre le chef de l'État Patrice Talon et les députés de la majorité présidentielle, mais également de l'opposition? On rappelle qu'ils ne seront pas reçus ensemble. Il y aura d'abord les députés, je pense bien, de la majorité, de l'Union progressiste, le Renouveau, puis après le bloc républicain et par la suite les démocraties, les informations qui nous sont parvenues. Le BS est ce soir à 17h. Le BS est ce soir à 17h. Et les démocrates à 11h30. À 11h30. Donc, et l'UPR après les démocrates. Donc d'abord les démocrates, ensuite la majorité présidentielle. Bon, ben écoutez, moi je voudrais d'abord dire que moi je suis surpris. Je suis surpris parce que en décembre, déjà le chef de l'État nous disait qu'il n'y avait pas de problème dans le pays, que tout était calme. Bon, je ne sais pas ce qui oblige maintenant à convoquer les groupes parlementaires les uns les autres, mais avant les groupes parlementaires, il y avait eu... Faut-il qu'il y ait problème avant qu'il y ait dialogue? Bien sûr, nous sommes en politique. Et convoquer le parti de l'opposition, ce n'est pas... un chef d'État ne le fait pas. Que tous les partis. Oui, bien sûr, mais particulièrement le parti les parlementaires de l'opposition. Un chef d'État ne fait pas ça pour le plaisir de ses yeux. Jamais. C'est parce qu'il y a problème. S'il n'y a pas de problème, vous verrez toujours les... Peut-être tenter de désamorcer une bombe future. C'est possible. Comme Moïse l'a dit, je crois fortement que c'est la question de la révision de la Constitution. Vous n'êtes pas sans savoir que, même si c'est dans les réseaux sociaux, certains éléments de la rencontre du chef de l'État avec le caucus des femmes ont commencé à fuiter et on ne peut pas s'empêcher de parler de ce que certaines femmes députées ont parlé, de ce on leur a parlé de la révision de la Constitution. Donc moi je crois que c'est de bonne guerre. C'est une bonne chose déjà, comme je le dis, toujours chaque fois qu'il y a dialogue, quels que soient les partis qui se rencontrent, c'est toujours une bonne chose que les partis discutent, s'expliquent et que nous souhaitions que cette rencontre n'aboutisse pas à un dialogue de sourds entre surtout l'opposition et le président de la République. D'accord. Alors, Francis Soleux, c'est-à-dire on apprend que deux sujets principaux seront au menu. Pour l'instant, on n'a pas encore de détails outre mesure. Il s'agit donc de la décision de la Cour constitutionnelle relative à la relecture du code électoral, mais également de la supposée révision de l'actualité autour d'une supposée révision constitutionnelle. Le parti Les Démocrates, on le sait, qui se radicalise davantage d'ailleurs, en tout cas, ou qui est vraiment très debout dans ses bottes en ce qui concerne un certain nombre de sujets. Vous pensez que le chef de l'État va-t-il pouvoir les infléchir? Je crois qu'en fait, il faut saluer le chef de l'État pour cette initiative. C'est normal que dans un pays démocratique, il y ait des contacts réguliers entre les acteurs politiques pour trouver des solutions aux éventuels problèmes qui pourraient surgir. Et je crois évidemment que depuis un moment, il se susurre dans la masse qu'il y a des tentatives de révision de la Constitution. Ben, le chef de l'État, en invitant les différents parlementaires, c'est certainement pour partager avec eux sa réflexion sur un certain nombre de sujets politiques. Les débats politiques sur la Constitution, sur le code, ne se font pas à la présidence de la République, ce n'est pas au palais, c'est à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État, certainement, va verser ses réflexions à charge pour les parlementaires d'en débattre quand ils seront en session, certainement. Donc, je crois qu'il faut peut-être attendre l'issue de cette rencontre, mais il faut d'abord saluer l'initiative et prier pour que la communication, en fait, la cellule de communication de la présidence gère au mieux cette communication pour que nous n'ayons pas encore les guéguerres qui sont intervenus, en fait, après la rencontre du 27 novembre. Vous savez, évidemment, qu'à l'issue de cette rencontre, on a dit que les démocrates, la délégation s'est fait piéger, puisque la communication qui a suivi n'était pas du goût. Et vous avez vu que dans le communiqué de la cellule de communication, en fait, du Parti des démocrates,
l'honorable Guy Mitokpe a bien dit, ils ont mis en garde la seule communication de la présidence. Ce n'est pas agréable. Donc faisons en sorte que nous puissions aller dans une dynamique de pacification du pays. C'est vrai que des éléments importants interviennent depuis que la Cour constitutionnelle a pris la DCC 24001 du 4 janvier 2024, demandant évidemment aux parlementaires de modifier, de réviser en fait le code électoral au fin de remettre les nouveaux maires qui sont élus en 2026 dans leur droit de parrainer les candidats aux élections présidentielles. C'était pour éviter essentiellement un problème qui pourrait surgir, éviter que le processus électoral ne soit grippé en 2026. Pour les observateurs attentifs de la vie politique nationale, mais aussi des processus électoraux au Bénin, il y a quand même un problème par rapport au code électoral. Et il faut que les partis aient l'honnêteté de s'asseoir pour faire une réflexion critique et holistique sur le code. Vous savez que depuis 1990 à aujourd'hui, nous sommes à notre 27e ou 28e loi électorale pour ce petit pays. Qu'est-ce qui se passe? Donc il faut qu'on approfondisse la réflexion pour qu'à l'issue, nous puissions avoir un code électoral qui soit stable, pérenne et fiable. Ça va permettre de mettre le pays à l'abri des crises inutiles. Maintenant, il faut peut-être nourrir l'espoir que dans les échanges, si éventuellement, c'est-à-dire il faut voir tous les scénarios, si éventuellement on devait aller par exemple à une révision constitutionnelle, que ce soit par large consultation, puisque la Constitution elle-même, en son article 154, a prévu les mécanismes de sa révision. Il y a concurremment en fait cette initiative, soit c'est par le président de la République, après avis du Conseil des ministres, d'une décision du Conseil des ministres, ou bien c'est les parlementaires, un groupe parlementaire. Donc, qui va prendre l'initiative? Si c'est un projet de loi, c'est de la part du président de la République. Si c'est une proposition, c'est de la part des députés. Bon, maintenant, quels sont les points pour lesquels, puisque les gens sont frileux, pourquoi? Une constitution, lorsqu'on tente de la réviser en fin de mandat, forcément, ça pose problème. Et quand j'ai échangé avec quelques experts de la politique, et aussi bien de l'opposition que de la mouvance, ils ont ironiquement dit que le chef de l'État doit savoir que si le pardon est une faute, c'est la révision constitutionnelle en fin de mandat qui est une véritable faute. Bon, donc, il faut qu'on trouve les mécanismes pour qu'on puisse régler les problèmes qui nous opposent. Les acteurs politiques béninois, pour ce que je sais, se parlent, mais ne s'écoutent pas. J'ai été membre du Front citoyen pour la sauvegarde des acquis démocratiques en 2012. Bon, en fait, c'est Antoine Détchenou, Antoine Détchenou, père de l'actuel ministre de la Justice, qui dirigeait ça. On a connu beaucoup de crises. Et en 2014, j'ai été rapporteur de la plateforme des forces démocratiques pour les élections crédibles et transparentes. La question des lois électorales est une question importante. La question de la révision de la Constitution, ça a été une question souvent difficile. Vous savez que le chef de l'État, par 3 fois, c'est la 3e fois qu'il a réussi à réviser la Constitution en 2019. Parce que la première tentative en 2017 a été infructueuse. Les députés ont refusé de voter à la majorité des 3 quarts. Et puis en 2018, quand on a tenté, ils ont voté à la majorité des 3 quarts pour accepter, mais ils n'ont pas adopté à la majorité des 4/5e. Maintenant, en 2019, compte tenu de la configuration de l'Assemblée nationale, qui était dédiée pratiquement à la mouvance présidentielle, à l'exécutif, je crois que la révision est passée, on a eu la loi 2019-40. Aujourd'hui, de 2019 à 2024, quels sont les nouveaux problèmes que nous avons qui obligent à aller à la révision constitutionnelle? Si ça doit être le cas, il est normal qu'il y ait une large concertation. Et je pense bien que c'est dans cette dynamique que les rencontres s'inscrivent. Et il faut saluer cette initiative parce qu'il faut aller à la consultation pour que le consensus se dégage et que le dialogue soit nourri afin que nous puissions aplanir les divergences qui existent entre les acteurs qui animent la vie politique au Bénin. D'accord. Alors, Alphonse Moïse Soudé, on sait que entre le parti, les démocrates et la majorité présidentielle, ce n'est pas forcément la lune de miel. Et bien évidemment, il y a comme une forme de radicalisation des postures. Euloge a évoqué tout à l'heure la question du pardon, donc qui a induit fatalement, bien évidemment, le rejet de cette proposition de loi d'amnistie déjà à la commission des lois. Ça n'est même pas encore passé en plénière. Dans ce contexte, même de suspicion, évidemment vis-à-vis du pouvoir, quand on parle on a été piégé par le passé et tout, vous pensez que les députés démocrates seront très ouverts à la rencontre avec Patrice Talon?
Non, c'est pas évident, hein, parce que Patrice Talon a été clair avec la délégation du Parti Les Démocrates. On ne va pas amnistier qui que ce soit. Donc déjà, le discours du chef de l'État a amené les députés de la mouvance à rejeter en commission la loi sur l'amnistie. Ça pose un problème. Tu as refusé de nous aider à faire passer une loi qui arrange tout le peuple béninois. Qu'est-ce que tu veux de nous? Donc déjà, chacun est braqué. Nous sommes sur le terrain politique et on parle d'intérêt. Est-ce que, quelque part, il ne faut pas faire une forme de différenciation? Puisque la loi d'amnistie, par exemple, c'est une question purement judiciaire, c'est une question purement pénale, puisque ces Béninois, ces compatriotes qui sont condamnés, ont été condamnés par la justice. Non, pas Patrice Talon. Ici, il s'agit d'une question vitale qui engage l'avenir de la nation, notamment la révision la relecture du code électoral et la révision constitutionnelle. Vous savez, la question de la loi amnistie aussi est une question vitale pour le peuple. Ça va pacifier davantage les rapports entre les compatriotes. Donc je dis, l'un appelle l'autre. L'un appelle l'autre parce que c'est une décision politique. Hein. La loi d'amnistie, c'est une décision politique qui se mène à l'Assemblée nationale. Je crois, ça va dépendre des éléments que le chef de l'État va mettre sur la table par rapport à la discussion. Ça dépend des éléments. Si les éléments-là doivent appeler à la révision de la Constitution, forcément, le Parti Les Démocrates qui constitue la minorité de blocage va jouer son rôle. Parce qu'au moment où... Mais on sait que la question de la révision constitutionnelle, c'est presque un totem sous nos cieux. Même à l'évocation, on ne veut même pas en entendre parler que les réformes soient pertinentes, que les réformes à opérer soient pertinentes ou non. On ne veut même pas en entendre parler. On ne peut pas parler de révision sans se référer au passé. En 2017, la première tentative a échoué. En 2018, la deuxième a échoué. On a dû modifier des lois pour que le Parlement soit entièrement acquis à la cause du chef de l'État, d'où la révision de 2019. Maintenant que... Une révision qui ne comporte pas de vices. Il faut le rappeler aussi, parce que j'ai l'impression qu'on ne le dit pas suffisamment. Un Parlement un Parlement qui est jugé monocolore, mais qui a fait une révision constitutionnelle qui n'a pas opéré de grands changements majeurs, on va le dire ici, ou ni induit une nouvelle république, où on aurait pu même introduire certains vices qui aujourd'hui seraient en train d'être décriés. Oui, je suis d'accord. On a révisé, Francis l'a rappelé, on a révisé en 2019. Qu'est-ce qui urge pour qu'en 2024, on retouche à la même loi? On a eu la majorité, on a eu le Parlement à soi, on aurait pu. Parce que le problème, c'est quoi? On a fait les choses dans la précipitation. Et aujourd'hui, on se trouve dos au mur. Moi, je dis, c'est une question d'intérêt politique, c'est une question de gain politique. Le chef de l'État, ça va dépendre de ce qu'il met sur la table. Si ce qu'il met sur la table n'appelle pas de polémique, il n'y aura pas polémique. Mais si ce qui met sur la table appelle polémique, et que ça doit... Parce que quand vous écoutez un peu les députés du Parti Les Démocrates, il n'est pas question qu'on parle de révision. Et j'ai entendu... Justement, il n'est pas question... Donc, moi je dis, et on l'a toujours dit sur ce plateau, il est temps de réviser les lois électorales. Ce qui a posé problème pour qu'il y ait violence électorale, ce sont les lois électorales qui ont posé problème. On n'a qu'à voir... Qu'est-ce qu'on peut corriger au niveau des lois électorales sans toucher à la Constitution? Parce que dès qu'on dit, on a révisé il n'y a pas longtemps, pourquoi veut-on encore réviser? Les lois et les électorales, le code électoral, la charte des partis politiques, tout ce qui a posé problème. Moi, je voudrais que le chef de l'État accentue son intervention sur ces lois-là et qu'on n'aborde du tout pas la révision de la Constitution. D'accord. Alors, Dr Paul-Marie Wissou, pourquoi ce fétichisme, on ne veut pas entendre parler de révision constitutionnelle qui est professée à temps et à contre-temps donc, par le parti d'opposition, les démocrates. Donc on s'imagine que si la question est au menu, c'est hors de question. Oui, parce que si c'est la position du parti Les Démocrates, je crois que cette position vient du fait que, vous savez, les démocrates ont été exclus de façon à la limite violente du processus qui a conduit à la révision passée. Et donc, il y a ce traumatisme qui demeure et qui fait que les démocrates ne veulent pas qu'on révise encore la même constitution qui a été révisée sous le même régime juste 2 ans après. Bon, maintenant, pourquoi les Béninois s'opposent-ils à la révision de la Constitution? Ça, bon, je crois qu'on en a discuté la dernière fois ici. Non, pas les Béninois, le parti. Oui, mais c'est aussi les Béninois. Le parti représente quand même les Béninois dans une certaine proportion. Une certaine partie des Béninois. Voilà. Donc,
pourquoi est-ce que le parti s'oppose? Le parti, les démocrates, je crois, ce qui a divisé ce parti dans le passé avec le régime du président Talon, c'est la question de la révision de la Constitution. C'est pas une autre question. Et assorti donc de la question du code électoral, comme l'a expliqué Moïse, qui a conduit à beaucoup de violences et qui a conduit à des histoires et à l'exclusion. Dans un premier temps, dans les deux premières élections, je vais dire, du président Talon, à savoir l'élection de 2019, l'élection de 2020, donc à l'exclusion des membres de ce parti. Et donc, naturellement, il est normal qu'il puisse aujourd'hui être braqué par rapport à cette question, surtout que, vous voyez, dans un premier temps, quand on a parlé de révision de la Constitution, on a surtout pensé qu'on utiliserait l'argent pour que des députés fassent défection dans le parti. Et donc, il y avait une préparation psychologique qui a été faite au niveau des députés pour qu'ils soient préparés à ne pas accepter quelque révision de la Constitution que ce soit. Donc, le parti, les démocrates, a déclaré qu'on pourra faire la révision de la Constitution, mais après les élections générales de 2026. Donc ça suppose qu'ils ne sont pas contre le principe de la révision de la Constitution, sauf qu'ils ne veulent pas que cette révision se fasse sous le régime du président Patrice Talon. Alors Francis, dans cette ambiance de suspicion, évidemment, est-ce qu'on peut tirer quelque chose de potable? Ben écoutez, il faut rappeler que j'ai dit tantôt que la Constitution elle-même a dit les mécanismes de sa révision. Les articles 154, 155, 156 de la Constitution traitent de la révision de la Constitution. L'article 156 dit qu'on ne touche pas en fait aux fondamentaux. C'est-à-dire, ça ne doit pas porter atteinte à l'intégrité du territoire, à la forme républicaine. Il faut préserver la forme républicaine de l'État, mais aussi la laïcité de l'État. L'article 156 de la Constitution. Bon, maintenant, la Constitution, en fait, c'est le fondement normatif, c'est la base juridique, c'est la loi, c'est le minimum sur lequel nous sommes entendus pour organiser notre vivre harmonieux et la vie des institutions. Cela suppose que ça doit recueillir l'avis consensuel de l'ensemble ou de la majorité des populations. C'est pourquoi la voie référendaire est privilégiée. C'est à défaut et contre les exigences qu'on va au vote majoritaire des 4/5e à l'Assemblée nationale. Maintenant, je crois que la Constitution telle qu'elle est, elle oblige à ce que les gens soient méfiants. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on se dit que le virus du troisième mandat est tentant lorsqu'on tend vers la fin d'un deuxième quinquennat. Cette théorie n'est jamais bien loin, justement, dans les débats politiques. Mais oui, parce que cette question du troisième mandat est venue ici, on en a débattu. Quelqu'un a voulu nous assigner. Bon, je vais taire ce débat, il va remuer le coup de la plaie. Je crois qu'il vaut mieux que ce soit derrière nous. Je passe l'éponge sur le passé. Je veux voir devant et je constate qu'effectivement, au niveau de la société, il y a une peur à aborder la question de la révision lorsqu'il s'agit d'un président en exercice qui a amorcé son second mandat constitutionnel. Bon, maintenant, c'est qu'il y a une pédagogie qui doit accompagner tout ça. Je veux en fait interpeller les acteurs, les parlementaires, mais aussi les experts et les experts juridiques et constitutionnels qui ont contribué à la réflexion sur les lois électorales. Vous avez vu que c'est parce que la loi électorale de 2013, la loi 2013-06 du 25 novembre 2013, avait des problèmes, qu'à l'occasion du séminaire parlementaire organisé le 14 juin 2018, ils ont vu tous les scénarios possibles qui doivent aider le Bénin à avoir un code électoral qui sera fiable, stable, pour que nous ne soyons pas tout le temps à revoir. Parce que de 90 à 2000 à aujourd'hui, nous sommes à la 28e loi électorale pour ce pays. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas l'ambiance grise? Est-ce qu'il n'y a pas les experts? Vous avez vu que les sorties du maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle, et de Théodore Olo, ancien président de la Cour constitutionnelle, ces sorties ont quand même un sens. Ces sorties s'inscrivent dans une dynamique de contribution à la réflexion. Si ces experts existent, pourquoi ne pas être consultés dans l'élaboration des tests? Et chaque fois, on est obligé de retourner au Parlement ou à la Cour constitutionnelle pour réajuster. Non, il faut que nous demeurions des laboratoires. La conférence de 90 a accouché, via la commission des lois, d'une constitution, la loi 90-32,
qui n'a pas dérangé les anciens présidents. Bon, évidemment, la Constitution, comme le dit Théodore Hulot, puisque j'ai fait le cours constitutionnel, mais c'est un boubou. Quand le boubou est taillé, si vous êtes trop gros, ça va vous serrer. Vous aurez envie de dilater un peu, pour que sinon ça va se fissurer. Par contre, si vous êtes svelte, ça passe. Donc, en fait, la grosseur est liée à la capacité de réflexion et aux stratégies. En fait, les stratagèmes. En stratégie et stratagème, si vous avez trop d'astuces pour préserver le pouvoir, vous devez réfléchir sur comment est-ce qu'il faut pérenniser votre pouvoir. Forcément, les textes constitutionnels, qui sont comme des clignotants rouges, parce que c'est comme les feux rouges, on dit on ne passe pas là, on ne touche pas à ceci. Mais ça peut vous déranger. Mais ce n'est pas à vous de dire qu'il faut enlever le feu rouge pour que vous passiez, parce que vous avez envie de circuler. Donc, pour que vous passiez, il faut que vous revoyez les règles qui régissent la circulation. C'est ça, en fait, ce que l'État fait maintenant, la consultation pour voir ce qui est possible. Les députés LD, les démocrates, sont allés pour s'informer de ce qui préoccupe le chef de l'État. Pourquoi il est ainsi préoccupé? Vous avez vu que notre chef d'État, en un mois, a fait 3 sorties. Une première sortie, en fait, qui relève d'une exigence constitutionnelle. Ça, l'article 72 de la Constitution lui fait obligation, chaque année, d'aller adresser à l'Assemblée nationale un message sur l'état de la nation. Ça, c'est normal. Mais il y a eu 2 autres sorties, le samedi 23 décembre, puis le mercredi 14 janvier. Alors, ces sorties s'inscrivent dans quelle dynamique? Pourquoi le chef d'État soit comme ça? À Aboumé, on dit qu'à chaque fois, la panthère, on finit par la prendre pour un chat sauvage. Donc, ça diminue, en fait, l'aura, la puissance, la crainte qu'on a du chef. Le chef, quand il sort, c'est qu'il y a un problème. Il faut que la communication, parce qu'il y a des acteurs qui peuvent... Est-ce qu'il ne faut pas quelque part aussi briser ce mythe? Ailleurs, on voit le chef de l'État, il intervient à tout moment, dans le 20h, où il a accordé une interview à tel média ou à tel autre. On a déjà brisé le mythe il faut préserver l'image du chef de l'État. Le chef de l'État prend la parole quand il en sent le besoin. Oui, un gouvernement, en fait, c'est une équipe. Et il y a, en fait, une distribution des rôles. Il y a des collaborateurs. Le chef de l'État a identifié des compétences qui doivent l'accompagner dans tel ou tel domaine. C'est en cela que je dis qu'il faut que la communication gouvernementale accompagne le chef de l'État et qu'il y ait un coaching pour que le chef de l'État préserve sa notoriété, son image. Bon, les débats qui se font aujourd'hui, c'est vrai que c'est indispensable. Vous savez que ce n'est pas à la présidence de la République qu'on va décider de la révision de la Constitution. C'est au Parlement. Les grands débats se feront là-bas. Donc, c'est peut-être que le chef de l'État veut faire partager une opinion, des réflexions, ce qui est normal. Mais ce n'est pas acté, la révision. Donc, s'il n'a pas convaincu, il verra qu'au Parlement, il y aura des votes sanction. Mais par contre, s'il arrive à convaincre, peut-être que ça va inspirer les débats au niveau du Parlement. Peut-être professer sa bonne foi. Bon, maintenant, il faut dire pour clore. Oui, pour clore. Je constate que tous les Béninois, on met le zoom sur LD par rapport à la révision de la Constitution. Mais on ne sait pas ce que pensent les partis du mouvement. Ça ne veut pas, le silence ne veut pas dire forcément qu'ils sont pour la révision. C'est que c'est la loi de l'omerta au niveau des partis de la mouvance. C'est la loi de l'omerta. On ne sait pas ce que ces députés-là pensent en l'intérieur d'eux. Donc il ne faut pas chaque fois dire que seulement ce sont les députés LD qui sont contre la révision. Eux, ils le disent. Mais du côté de la mouvance, personne ne parle. Donc là, le mal peut venir de là. Parce que chacun des députés de la mouvance a certainement son candidat pour 2026. Et si on doit toucher aux différentes lois pour bloquer éventuellement une candidature, ceux qui sont pour ce candidat-là vont voter contre toute révision de la Constitution. Mais personne n'en parle. On pense que c'est seulement les démocrates qui sont contre la révision. Mais là-bas, c'est la loi de l'omerta. Il faut souligner ça au peuple béninois. Oui, Moïse, vous m'avez arraché la parole. Je vous reprends la parole. Écoutez. Vous n'avez pas fait le procès, en fait, aux députés de la mouvance présidentielle. Quand on accompagne un leader, on l'accompagne. Même dans le trou? Mais écoutez, pas dans le trou. Où est le trou? C'est pas pour dire il y a encore dans le silence. Non, mais écoutez, il y a quelques années, vous aviez vu que des acteurs majeurs qui aujourd'hui occupent une bonne place au Parlement ont dit, quand Yaïbo dit à gauche, c'est à gauche, à droite, c'est à droite. Bon, je ne veux pas faire le procès, mais l'histoire est là et l'histoire est têtue. Mais quand on accompagne, il faut accompagner avec la conviction et la bonne foi. Je crois que les députés, la mouvance, vous avez vu que en fait, les députés, les députés et les partis qui accompagnent s'alignent derrière la communication gouvernementale et les actions du gouvernement. Pourquoi vous parlez de conviction? Ils accompagnent. Vous parlez de conviction, mais pourquoi? mais leur conviction,
c'est accompagné. Vous ont dit qu'ils sont tous convaincus par ce qui se passe? Non, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut éviter les procès d'intention. Par contre, les opposants, ceux qui sont opposés au régime, c'est normal qu'ils soient contre une révision constitutionnelle. Non, je crois qu'il ne faut pas parler de procès d'intention oui, mais, dans ce cas. Alors, docteur, si vous permettez, les députés sont quand même suffisamment majeurs et suffisamment éclairés pour donner de la majorité présidentielle, pour donner leur avis sur un sujet qui engage la vie de la nation. Et on va le voir tout à l'heure d'ailleurs, sur la question de la monnaie éco en remplacement du franc CFA. Oui. Il y a des députés de la majorité présidentielle qui ont montré leur frilosité vis-à-vis de la question. Ce sont des députés de la majorité présidentielle. Pourtant, l'État, on va le voir tout à l'heure. Donc, c'est dire, si, comme le dit peut-être Francis, oui. Il faut lui accorder le bénéfice de la bonne foi. Non, mais écoutez, il faut vraiment pas donner foi à ce que Francis dit par rapport aux députés de la majorité. Non, du tout. Pensez-vous qu'ils sont des godiots? La politique. Pensez-vous qu'ils sont des godiots? Je le crois. Taillables et corvéables à merci? Je le crois. Ça reste votre avis. Je le crois. Parce que, vous voyez, la politique est d'abord discours. On ne peut pas faire de la politique et dire on se tait. Comment on fait? La politique, c'est discours. C'est votre pensée, c'est votre message. Et chaque fois que vous sortez, ce que vous dites à la population, c'est ça. Mais vous allez vous taire, vous aligner derrière et derrière. Il déplore le fait que le chef de l'État prend trop la parole. Mais si les gens qui le soutiennent ne prennent pas la parole, comment il va faire? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Parce que les députés sont chargés, normalement, de nous expliquer ce que le chef de l'État nous explique, de nous dire un certain nombre de choses. Mais eux, ils se taisent, et comme il le dit, ils s'alignent sur la communication du gouvernement, qui aussi attrape très peu de communication. Finalement, le chef se trouve obligé de sortir, de parler à tout moment. La politique est d'abord discours, et on ne peut pas tolérer qu'un politique élu de la nation se taise et s'arrange derrière quelqu'un et dire qu'il a la bonne foi. Quelle bonne foi on lui connaît s'il ne s'exprime pas? On connaît la foi de quelqu'un quand la personne s'exprime et dit des choses, là, sa pensée. Mais ils ne disent rien. Ils sont là. Bon, sous le président Yahi, c'est vrai, des gens ont dit allez à gauche, je serai à gauche, à droite, je serai à droite. Mais aujourd'hui, regardez leur comportement. Ils dansaient tous les week-ends dans le temps. Et aujourd'hui, regardez leur comportement. Et ça va arriver à partir de 2025. Oui, voilà. Donc il y a un comportement hypocrite, très hypocrite au niveau des députés de la mouvance. Et il faut le dire clairement. Il ne faut pas faire chose là, on ne jette de l'opprobre sur personne. Mais nous sommes en politique et la politique a des règles. On n'est pas élu de la nation pour aller s'asseoir au Parlement et se taire et ne rien dire. C'est pas possible. D'accord, très bien. Oui. Je veux dire en fait qu'il faut que nous puissions avoir l'honnêteté de faire des réflexions holistiques. Vous savez que depuis un moment, on constate que c'est à 2 ans de la fin de mandat que des problèmes politiques, des crises naissent. C'est en 2014 que Yahi Boni a eu tous les problèmes, au point même que il y a une... À partir de 2012. Oui, 2012, quand le Fonds citoyen a été créé, parce qu'après ça, derrière le drapeau national derrière lui, il a sorti une phrase qui aurait pu lui coûter son fauteuil. 2012. Oui, je ne veux pas revenir sur ça. On lui pardonne ça, parce que la Cour a dit que ce n'est pas à méconnaissance. Bon. Maintenant, revenons-en en fait à 2014. 2 ans avant la fin du mandat, vous savez qu'il y a une grande marche qui s'est tenue à la place Étoile Rouge, où tout le gratin politique s'est réuni contre Boni Yahi. Et à ce titre, en fait, dans ce cadre-là, le Pachidem politique de Diakotomé, en fait, Bruno Amoussou, a fredonné une chanson à Tirito et d'Orhonouéa. Et les gens ont répété en chœur pour dire qu'en fait, quand on conseille Yahi, il n'écoute pas. Parce qu'on échange, on se parle, mais on ne s'écoute pas. Après, cette émission n'est pas consacrée à la suite. Il faut qu'on se comprenne. La suite, on a compris que même dans son camp, il y a eu défection. Et les gens sont venus grossir le nom de la plateforme. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, 2 ans de 2026, et il y a une crise réelle. C'est en cela que, bon, vous avez bien fait de dire que le chef d'État, en décembre 2023, a dit que tout va bien. Non, je crois que peut-être qu'il y a des fiches qui n'ont pas fait état de ce qu'il y avait des problèmes. Et lui-même, il a dû s'auto-saisir de la situation qui prévaut. Puis, il a engagé, selon son agenda,
des contacts avec les acteurs politiques. C'est en cela que j'ai trouvé que la démarche est salutaire. D'accord. Maintenant, il reste à ce que les acteurs politiques fassent preuve d'honnêteté. Les vrais sons de cloche. Qu'on libère la parole au niveau des députés de la mouvance. Qu'on libère la parole. Est-ce que la parole est-elle embrigadée? Mais oui. Écoutez, la parole est-elle dites-moi, une fois, par rapport à une situation, vous avez vu les députés de la mouvance prendre la parole et expliquer des choses. Si, j'en ai vu. On a reçu. Depuis quand on a parlé de la raison de la Constitution, pourquoi les députés de la mouvance ne parlent pas? Parce que ce n'est pas encore une question, ce n'est pas encore un fait. La preuve, vous savez, c'est ce que je dis au niveau du gouvernement, il n'y a pas parfois la communication, il n'y a pas cohérence. D'accord. Qui vous souvient que le lundi dernier ici, nous avons commenté les propos du porte-parole du gouvernement qui a dit ce n'est pas à l'ordre du jour. Vlan, une semaine après, son patron convoque les partis politiques. Ça veut dire quoi? Mais il n'est pas dit qui va le dire. Peut-être que c'est pour leur dire aussi, écoutez messieurs, je n'ai aucune intention de réviser la Constitution, donc cette question elle est close. On a besoin de rencontrer les députés séparément pour leur dire ça. Pourquoi on ne les prend pas tous ensemble? Pourquoi on n'invite pas les 109 députés à la salle du peuple pour leur dire que ce n'est pas à l'ordre du jour et qu'on veut les éviter parti par parti? C'est-à-dire il y a un problème. Monsieur, on va fermer. Oui, juste, c'est pour dire à Francis, c'est ce que je disais. Un instant, c'est pour dire à Francis ce que je disais, lire ce qui est à la façade et lire derrière la façade. Parce qu'on a eu cette discussion-là ici une fois où il disait est-ce que Moïse est rentré dans le secret du président de la République? Comprendre ceci ou cela, c'est ça, c'est lire ce qui est à la façade et lire derrière la façade. D'accord. Non, mais la politique de Soleil est autre chose. Voilà. Bon, très bien. Okay. On va suivre cette réunion du chef de l'État ou ces différentes rencontres du chef de l'État de très près. On va au besoin revenir refaire le débat par ici sur 5 sur 7 matin. On en vient à présent à une question à cheval entre politique et économie. Bien sûr, il s'agit du remplacement du franc CFA par la monnaie ECO en 2019. Vous vous en souvenez, l'accord avait été signé par les États et gouvernements membres de l'UEMOA. Reste à présent que le Parlement donne son accord, son autorisation pour que le gouvernement puisse ratifier cela. Et c'est justement là que les débats continuent d'être houleux au Parlement. Les députés ont d'ailleurs été invités en séminaire pour se faire expliquer davantage la question par des économistes et des spécialistes de la monnaie. On va voir le film de cette actualité en images et on revient juste après pour faire le débat. C'est un débat dans l'air du temps, à cheval entre souveraineté revendiquée et réalisme économique. L'avenir du franc CFA en Afrique est devenu une préoccupation majeure. Aujourd'hui, le franc CFA est vertement décrié, dénoncé et rejeté dans sa conception et dans son fonctionnement par des spécialistes ou non. On veut plus du franc CFA, l'histoire est sans marche, nul ne l'arrête. On n'en veut plus, on n'en peut plus, on est plus que convaincus. Ce ne sont plus des murmures, mais la clameur de la rue. Le projet de remplacement du franc CFA date des années 80. À présent, il semble sur les bons rails avec la création de l'ECO, monnaie voulue pour et par les États de la sous-région ouest africaine. En décembre 2019, à l'occasion de la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'accord de coopération monétaire entre les gouvernements États membres de l'UEMOA et la République française a été signé. Reste à présent son accord de ratification par le Parlement et c'est là que le bas blesse. C'est une monnaie africaine, dit-on, mais c'est les Français qui l'ont ratifié le premier. Donc ça pose à l'évidence un problème. Nous sommes en train de faire un pas. Si déjà le nom change, on aura changé quelque chose. Les débats sont houleux. Le président de l'Assemblée nationale a alors suspendu la plénière et initié un séminaire pour permettre aux députés de mieux cerner les contours de la question. Il est indispensable que les députés soient suffisamment informés et outillés du contenu de ce nouvel accord pour lequel le gouvernement demande l'autorisation du Parlement pour sa ratification. C'est un moment d'importance historique où nous avons la responsabilité de forger l'avenir financier de notre pays. Entre ces murs se dessine donc l'avenir du Bénin dans l'ECO. Ici encore, la parole est libre. Nous continuons simplement de traîner les effets de la colonisation. Je voudrais vous demander, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
d'actionner un des leviers que notre Parlement a, à travers la Commission des relations extérieures, c'est d'inviter l'ambassadeur de France à l'Assemblée nationale pour nous dire la lecture officielle de la France de cet accord. Plusieurs communications délivrées par des sachants ont permis aux députés d'appréhender certaines spécificités liées au sujet. Nous sommes un peu exigeants à ce qu'on peut appeler cette souveraineté monétaire. Nous risquons de retourner le rapport à la Commission, selon moi, pour que le débat se refasse et que cette fois-ci, on fasse un débat plus approfondi pour que le sujet soit conséquent parce qu'il est sensible dans toute la sous-région, il est sensible pour la France et sensible pour nous tous. Nous allons voir si nous pouvons voter ou pas. Donc le reste se poursuivra à l'Assemblée. À l'Assemblée nationale, où débarrassés des frilosités, appréhensions et malcompréhensions, les députés pourront enfin passer au vote pour l'accord de ratification d'une monnaie, naguère perspective lointaine, aujourd'hui, actualité brûlante. Voilà donc ce qu'il en est de cette actualité, bien évidemment liée à la monnaie. Écho Alphonse Moïse Soudé, pourquoi on est si tant divisé sur la question? Ouais, j'ai lu un peu les conditions posées par nos députés, ou bien les conditions posées par l'UEMOA pour que l'écho soit installé. Mais j'ai dit non, quand j'ai lu... Critères de convergence. Oui, quand j'ai lu, il faut sortir les Français des structures. Mais vous savez pourquoi le Mali a des problèmes aujourd'hui avec la France? Assimi Goïta avait décidé de rapatrier du trésor français toute la réserve du Mali. Toute la réserve du Mali, et comme ça pose des problèmes économiques aussi à la France. Et quand les Maliens ont décidé de retirer leur réserve du trésor français, ça a posé problème. Et dans les éléments de l'écho, ça a été dit. Je me demande, est-ce que la France, c'est bon, la France est mise au devant de l'écho, ça veut dire que c'est une nouvelle forme de colonisation. Moi, je dis, il faut qu'on réfléchisse. Aujourd'hui, les 3 pays du Sahel ne feront pas partie de l'écho. Et ils sont sortis parce qu'ils ont compris. Maintenant, quel avantage l'écho va apporter à ces pays-là? Est-ce que cela va permettre à ces pays-là de se libérer vis-à-vis de la France? Non. Puisque quand j'ai lu, on a dit que l'écho sera rallié, qu'on appelle à l'euro. Ça ne change rien. C'est toujours une nouvelle forme de colonisation. Il faudrait qu'on réfléchisse. Qu'est-ce que le Bénin gagne en s'alliant à l'écho? Nous n'avons pas une économie forte. Et nous n'avons pas une économie forte. Et l'avenir de l'écho dépendra de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Nous allons que suivre parce qu'il faut avoir une économie forte pour pouvoir lutter pour que cela marche. Vivement que les députés, après le séminaire, qu'ils aient compris l'importance au Bénin, pour le Bénin de ratifier l'accord. Sinon, pour moi, ça ne donnera rien. D'accord. Alors, docteur, quelle est votre lecture de cette actualité? De cette actualité, moi, je crois qu'il va falloir prendre de l'eau, se calmer, pour regarder cette question-là avec toute la froideur qu'elle mérite. Si vous voulez bien comprendre le phénomène en très peu de temps, réécoutez l'intervention. Et pour une fois, je peux apprécier l'honorable Arif Haribako. Réécoutez son intervention, pas lors de ce séminaire, mais à l'Assemblée, quand la question a été mise sur le tapis pour une fois. Et vous verrez qu'il a vraiment fait un résumé de la problématique. Le problème de la monnaie, c'est-à-dire le franc CFA, c'est que c'est notre économie même qui est touchée par cette question. Touchée dans le fait que notre incapacité à créer de l'emploi par exemple, de là. Je vous explique très rapidement quelque chose. Vous savez, l'économie, les leviers de l'économie sont de 2 ordres. Le premier, c'est la monnaie. Le deuxième, c'est le budget. Au niveau de la monnaie, nous sommes tenus par le franc CFA. Et le problème du franc CFA, comme on le dit, comme les spécialistes, vous savez, il y a 2 tendances qui défendent ou soutiennent le franc CFA. Et ces tendances ont, si je veux mettre des visages sur les idées, je parlerai de Lionel Zinsou, d'un côté.
Qui, dans un premier temps, pour lui, on ne doit pas toucher à ce problème, on ne doit jamais parler de ça, mais qui a ramolli maintenant sa position et dit, oui, que ça a des insuffisances et qu'il faut pouvoir les corriger. Deuxième tendance, c'est Kaponou Boukbo, qui a écrit maintenant un certain nombre de livres sur la question. Le premier étant la monnaie, enfin la servitude volontaire, sorti l'Afrique de la servitude volontaire, la question du franc CFA. Et le deuxième, c'est à quand l'éco, à quand la souveraineté. Donc, là, il a dit maintenant la transition vers l'éco. Le problème qui se pose au niveau de l'éco, puisque on veut ratifier un accord sur l'éco, c'est-à-dire un accord avec la France. Moi, je ne sais pas pourquoi un pays doit aller ratifier un accord, des pays ensemble doivent aller ratifier un accord sur leur monnaie avec un autre pays. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on veut ratifier cet accord, mais la question qui se pose, c'est qu'en 2019, quand la CEDEAO avait déjà pris en juin la décision de passer à l'éco et faire de sorte que nous puissions avoir une monnaie commune pour la zone, en juin, en décembre, le 21 décembre, plus précisément, l'UEMOA, donc à la tête de laquelle se trouvait Ouattara, a pris la décision avec la France de créer encore l'éco, donc même nom, enfin pour d'abord les pays de l'UEMOA et ensuite qu'on puisse aller vers eux. Mais le problème qui divise les deux tendances, c'est la flexibilité de la monnaie ou la stabilité accrochée à l'euro. Or, la flexibilité de la monnaie est ce qui permet d'aller vers la création de l'emploi, le renforcement des activités économiques, de créer beaucoup de choses. Vous savez, on dit aujourd'hui que le Ghana et le Nigeria ont des difficultés avec leur monnaie. Cela est dû naturellement aux crises que nous avons connues, Covid-19, etc., etc. Mais c'est encore, ces deux pays-là ont 61% du PIB de la zone CEDEAO. Vous voyez à peu près? Le PIB de la zone CEDEAO, c'est les deux pays-là, le Ghana et le Nigeria. Parce qu'ils ont un tissu industriel très développé, plus développé que tous les pays de la zone franc CFA. Donc, la question de la monnaie, c'est une question vitale, c'est une question, vous avez dit, c'est une question politique, c'est une question religieuse, c'est une question sociale et c'est une question économique également. D'accord. Voilà. Justement, est-ce qu'il faut... alors, dans ce débat, Francis Lojatali, on sait qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup d'argumentaires agrippés à une forme de souveraineté revendiquée, réclamée, et très peu, finalement, d'analyse de fond. La question se résume presque à une question politique. Oui, en fait, politique, parce qu'en fait, le franc colonial, le CFA, était politique d'abord, avant d'être économique, puisque ça répondait à un désir de puissance de l'ancienne métropole sur l'ensemble de ses colonies. Et vous avez vu que le franc CFA n'a pas la même valeur quand on quitte l'Afrique centrale pour l'Afrique de l'Ouest. Et je crois qu'il y a un écrivain, en fait, un savant qui a fait un premier pas sur la réflexion. Je vais citer Tchodjeng Poimi qui a écrit « Monnaie, servitude et liberté, : la répression monétaire de l'Afrique ». Et il a avancé des critiques orageuses sur la monnaie CFA. Ça devait aider les dirigeants à réfléchir sur la création des monnaies des États africains. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est 75 ans le premier accord pour le CFA, en 1945. C'est 75 ans. Après 75 ans, il faut donc redéfinir les choses. Donc, ils sont à la négociation. Et on a proposé, évidemment, l'éco. Mais depuis un moment, on n'a plus l'éco de la monnaie éco. Je ne suis pas un expert, en fait, de la numismatique, de l'histoire des monnaies, ni de l'onomastique. Parce qu'en écoutant les députés, vous savez, Edi Ounete a dit, le fait de changer simplement de nom, ça fait qu'il y a une avancée. Non. On a vu les mutations que le CFA a connues et que des institutions coloniales ont connues, mais ces institutions et le CFA ont changé de nom, mais pas de nature. Donc, la nature coloniale est demeurée. Vous avez un véhicule, nous, pays africains, francophones, nous avons le volant en main.
Mais il y a un autre qui contrôle les freins et le levier vitesse. Alors, qui détermine votre évolution? Si vous devez avancer. C'est tout le problème est là. C'est un économiste, en fait, ivoirien, qui a fait la réflexion. Il a été ministre de Laurent Gbagbo. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à l'hôtel Le Méditerranéen dans le cadre des réflexions qu'on menait pour que Laurent Gbagbo soit libéré. Il était au Bénin tout récemment, Mamadou Koulibaly. Oui. Donc, je crois que j'ai échangé avec lui parce que je le citais quand il m'a dit, mais quand j'ai fini ma communication, il m'a appelé, il m'a dit, mais c'est moi qui ai écrit cet ouvrage. Et j'ai été heureux de faire sa connaissance. Et nous avions discuté sur bien d'autres choses. À l'époque, on se mettait ensemble pour contrer la dynamique qui était à la CPI, de sorte que Laurent Gbagbo soit libéré, puisque Bensouda était plus ou moins pris en otage. Bon, maintenant qu'on a fini sur la question de l'éco, vous avez vu la réflexion de Alif Ali Bako, elle est pertinente. Mais notre économie, en fait, nous autres Béninois, notre économie est si faible que cet accord de ratification ne devait pas poser problème, parce que nous n'avons pas de l'or. Parce que la monnaie, nous ne pouvons pas avoir notre propre monnaie. Le Bénin n'est pas encore en capacité d'avoir sa propre monnaie. Pourquoi? Non, mais écoutez, la monnaie est gagée sur quoi? Les États sahéliens dont vous parlez, c'est parce qu'ils ont de l'or, c'est parce qu'ils ont des richesses. Donc, on n'en a pas. On va gager ça sur le coton. Non, parce que la convertibilité, regardez, le dollar est gagé sur... Francis, je vais te citer tous les pays qui sont sortis du franc CFA. Oui, et qui sont le parti. Vietnam, Cambodge, Laos, ça c'est en Asie. En Afrique, Tunisie, Maroc, Algérie, Mauritanie. C'est pas sorti qui compte. Non, je te les donne pour que tu vois, pour que tu vois qu'il y a des pays dedans qui n'ont pas, grand-chose par rapport au Bénin. Les pays sont sortis et sont revenus. Ça c'est le Mali, c'est le Mali, et c'est seulement le Mali. C'est seulement le Mali. Et la monnaie, oui, permettez, docteur. Oui. Je vous dis que la monnaie est gagée sur des ressources. Notamment, c'était sur l'or. Regardez l'histoire du dollar. Parce que si nous sommes attachés encore à la France, c'est parce que la convertibilité, en fait, se fait par rapport au franc CFA. Et maintenant, on veut l'adosser, en fait, à l'euro. Bon, c'est une réflexion des économistes. C'est pourquoi j'ai dit je ne suis pas un expert en numismatique, l'histoire des monnaies, et non plus en onomastique, la dation des noms. Parce que certains ont dit que quitter CFA pour éco, c'est déjà un grand pas. Ce n'est pas un pas. C'est la nature, en fait, de la monnaie qu'il faut voir, et sa capacité à doper l'économie nationale. Puisque c'est une question, c'est la monnaie qui articule en fait les échanges et permettent à l'économie de prospérer. Aujourd'hui, les États africains veulent la véritable souveraineté. Parce qu'ils estiment que le CFA embrigade, en fait, et ne permet pas aux États africains de faire éclore, de booster leur économie pour profiter des avantages économiques, puisque le CFA est défini comme un instrument de répression économique. Donc, pour les États africains, la vraie souveraineté passe par la souveraineté monétaire. Bon, maintenant, une chose est de faire le slogan, l'autre, c'est d'avoir les ressources pour accompagner. La souveraineté monétaire ne pas l'économie. Bien sûr. Mais écoutez, ce que je voudrais dire très rapidement avant qu'on ne passe aux auditeurs, aux téléspectateurs, c'est que il faut se libérer de cette hantise qui veut qu'on dise si on sort de la monnaie. L'autre a même dit, je ne me rappelle plus son nom, mais il a dit qu'on va chuter verticalement et brutalement. Mais les autres ont fait des expériences. Mais docteur, est-ce que quelque part aussi, il ne faut pas voir la question avec moins de passion, moins d'envie souverainiste? Non. Parce que c'est aussi une question économique avant d'être une question de souveraineté. Oui, mais la souveraineté est extrêmement importante. Il ne faut même pas parler de moins à ce niveau. Même si comme en Guinée, il faut avoir une monnaie très faible qui fluctue à tout bout de champ. Écoutez, la monnaie guinéenne, rappelez-vous, le nom de la Guinée à De Gaulle a créé chez la France une haine viscérale contre la monnaie guinéenne, et ils ont complètement détruit la monnaie. Justement, lorsqu'on est dans un contexte économique, d'accord, où le franc CFA, quoi qu'on peut lui reprocher ou quoi qu'on puisse lui reprocher, est toujours demeure une monnaie stable du fait de... Mais appauvrit le pays. Du fait qu'elle la monnaie, évidemment, le franc CFA, donc du fait qu'il est arrimé à l'euro, donc est gage
plus ou moins de sa stabilité. On regarde, on observe autour de nous d'autres pays comme le Nigeria avec le Naira qui fluctue au gré des humeurs et au gré du marché. Mais qui leur donne des industries, de l'emploi, de ceci, de cela. C'est ça la problématique. Parce que vous regardez simplement que quand le Nigeria a des problèmes, mais en fait, l'économie nigérienne, que je vous ai dit tout à l'heure, l'économie nigérienne et ghanéenne font 61% de l'économie de la CEDEAO. Pour vous. Le problème fondamental, c'est que les Béninois doivent prendre cette question-là et discuter cette question. Et il ne faut pas oublier... Pour vous, est-ce que, pour finir sur le sujet, est-ce que le Parlement devrait donner son accord de ratification pour la monnaie? Est-ce que le Parlement devrait donner son accord de ratification? Moi, je ne pense pas que... Parce que c'est pas encore effectué. Je pense que le Parlement doit donner son accord de ratification à l'ECO, tel que défini par la tendance Nigeria-Ghana. Et cette tendance parle de la flexibilité. Mais ce qu'on est allé nous pondre en Côte d'Ivoire, à Abidjan, c'est une monnaie qui va être arrimée encore à l'euro. Et ça appauvrit. Ça, il faut le dire. La vérité, c'est que vous voyez tous les pays de la zone franc, là, tous les pays de la zone franc, regardez leur état, leur niveau économique. C'est ça la problématique. On ne peut pas créer de l'emploi comme on le veut. On ne peut pas faire des crédits comme on veut. On est bloqué sur beaucoup de choses. Même l'intégration économique n'est pas réelle. Alors que la monnaie est supposée accompagner l'intégration économique. Ce débat ne va le dépassionner. Ce que vous dites... Non, il n'y a pas de passion dans ce que je dis. Ça, c'est technique. Tout ce que je dis est technique jusque-là. Oui, ce que vous dites ne manque pas de pertinence. Oui. Cependant, c'est qu'on ne peut pas aller à la rupture brutale. Ce que vous avez dit qui est clair et qui peut en fait faire l'adhésion, c'est qu'il faut faire la différence entre l'écho porté par le Nigeria, par la CEDEAO, en fait, par le Nigeria et le Ghana et les pays de la CEDEAO, et l'écho porté par l'UEMOA, où on a vu le président Ouattara. Les gens ont fait le procès à Ouattara et au président Macron. Au point même qu'ils ont dit que c'est l'écho... C'est pas un procès. Ils ont dit l'écho Macron. C'est-à-dire Ouattara, Macron. Bon, donc j'ai lu ça dans beaucoup de presse. C'est les critiques orageuses et c'est les panafricanistes. Bon, parce qu'ils veulent qu'on aille à la rupture. Le chef de l'État, Baptiste Talon, son avis sur la question est clair. Le chef de l'État, on peut lui dire, est plus ou moins pro-franc CFA. Ben aussi. Évidemment. Et il a affirmé ouvertement. Oui. Il a affirmé ouvertement. Donc, quand on sait que quelque part... Mais c'est sa position. Et c'est pourquoi la question-là doit faire objet de débat national. Parce qu'en réalité, c'est toutes nos vies qui sont engagées dans cette histoire. La force d'une monnaie dépend de l'économie de ce pays. Quelle place occupe l'économie béninoise au sein de l'UEMOA? Quelle place occupe l'économie béninoise au sein de l'UEMOA? Mais la question est venue aujourd'hui sur le tapis, vous le savez, la raison pour laquelle la question est maintenant, sinon que depuis 2019 qu'ils ont signé cet accord, c'est seulement la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire qui ont signé l'accord. La question commence à venir sur le tapis pour les autres pays. Vous savez pourquoi? À cause de l'alliance des États du Sahel qui sont sur le point de sortir leur monnaie, le Sahel. Donc, il y a cette pression et donc maintenant on met la pression sur les autres. Donc, ces questions qui doivent normalement faire objet de discussion quand nous savons que l'une des figures de proue de cette question dans le monde entier, c'est quand même un Béninois, Kémy Séba. Et donc, qu'il discute ça dans le monde entier et que ça ne fasse pas objet de discussion chez lui, ça fait quand même un problème. Et on ne peut pas juste passer les accords, mais il faut que les accords qu'on passe puissent réellement régler nos problèmes de vie. D'accord. Oui, mais docteur, mais on ratifie bien. Oui, on ratifie bien, on ratifie pas. On ratifie ou bien on ne ratifie pas. Oui. Moi, j'ai dit qu'on ratifie on ratifie l'écho porté par la CEDEAO. D'accord. Le gouvernement demande au Parlement son... Excusez-moi quand même de dire, parce que de ce que le ministre Déthiénou a dit, on a quand même... ils sont penchés vers la flexibilité de la monnaie désormais, parce que ça fait partie des critères de convergence, la flexibilité, et ils sont aussi... ils ont maintenu un élément qui constitue le problème du franc CFA, qui est la lutte contre l'inflation. Qui est le problème? En réalité, c'est la promotion de la croissance qui doit être... Alors, docteur, on va écouter les internautes à présent. Le gouvernement demande au Parlement son autorisation pour ratifier l'accord sur la nouvelle monnaie ECO. En remplacement du franc CFA, les débats ont été très jouleux au Parlement. Que pensez-vous de cette actualité? Stade, bonjour. Bonjour, Rodrigue Emmanuel Mengan, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. Avec vous, on va découvrir les avis des internautes. Bien sûr, nos amis internautes débattent aussi du sujet sur la toile. Le débat, il est
très heureux aussi ces derniers, nos amis internautes, donc souhaitent que la monnaie éco soit celle africaine et non celle du colonisateur. Aussi exige-t-il que la nouvelle monnaie ait la même valeur que l'euro, sinon tout au moins que cette monnaie ait plus de valeur que le franc CFA qui est qualifié de monnaie de servitude là-bas. Et c'est ce que nous allons voir avec les avis que vous avez dûment relayés pour nous. Exactement, et nous retrouvons Nestor Adimalekin qui dit « Bonjour le plateau, à mon avis, si la nouvelle monnaie sera imprimée par la France et que chaque pays de la zone franc doit continuer à payer des redevances à la France, je trouve qu'il vaut mieux laisser cette histoire de l'éco puisque ce sera du même au même. » Bokor Roland Caliste approuve cette position de Nestor Adimalekin et assure « La monnaie est une question de souveraineté nationale qui mérite qu'on y accorde de l'importance. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les quelques extraits qui circulent, mais je regrette l'absence de vrais spécialistes pour débattre du sujet avec les parlementaires. Je suis resté sur ma faim. Il y a beaucoup d'ombre derrière, comme son émetteur, son arrimage à l'euro, etc. Ceci ne reflète pas l'aspiration des peuples qui veulent une indépendance financière totale, estime Bokor Roland Caliste, un béninois de la diaspora. Donc, tout dépend de la valeur de l'éco, réagit Pascal Huenon. Si c'est une politique pour nous ruiner, une fois encore, je crois que le gouvernement aura du pain sous la planche. Grégoire Hovozunkou affirme le problème de monnaie est un problème sérieux, que les gens voient et revoient tous les contours de cette monnaie qui engage la vie de la population pour des décennies. Que cette monnaie ne soit pas de nouveau une servitude pour la génération à venir. Écoutez bien ce que réclame le Nigeria au sein de la CEDEAO. Maintenant, Piclaver Adao écrit « Bonjour le plateau, ce sera très bien de voir ce changement tant attendu. L'Afrique a besoin de sa liberté, notamment le contrôle et la régulation de son économie, donc de sa propre monnaie. Si nous arrivons à le faire, nous aurons une base économiquement forte, solide et indépendante. Il est temps de finir avec le franc de la colonie française en Afrique. Notre âge n'est plus petit, mais comment la monnaie va être éditée en France ou en Afrique? Sa valeur sera-t-elle la même que le franc CFA ou plus ou moins? Quelle est la position de la France par rapport à cet argent? S'interroge enfin notre ami Métonou Piclaver Adao. Et c'est évidemment ce que nous essayons de dire sur ce plateau. Par ici, on voit que le débat est très jouleux, bien sûr, sur la toile. Merci Stan, on se retrouve dès demain. Si tout va bien. Vous passez une excellente journée du lundi. Merci, et messieurs, quant à nous, on finit avec la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi Tshilombo a prêté serment. Alphonse Moïse Soulé, certes, les élections ont été fortement décriées par les différents partis d'opposition, les différents opposants qui étaient sur ou dans les starting blocks. Finalement, c'est Félix qui a été déclaré vainqueur. Il a même prêté serment. Oui, je crois qu'il a de nombreux défis à relever. Il faut qu'il participe au bonheur de son peuple. Mais je voudrais dire aussi à l'opposition africaine, quand vous allez toujours aux élections en rang dispersé, ça ne donne que ce que ça donnait là. Il faut que désormais, quand vous voulez combattre celui qui est au pouvoir, il faut que l'opposition s'entende pour trouver le meilleur des candidats qui puisse lui arriver. Rappelez qu'il y avait quand même Moïse Katumbi Chapoué, il y avait également Martin Fayulu. Mais ils n'ont pas voulu se mettre ensemble, chacun, ils sont allés en rang dispersé et ça a profité. Le docteur Denis Mukwege aussi. Maintenant, à la fin, chaque fois, moi je suis fatigué de ce disque-là où chaque fois, après les élections, les opposants contestent, on parle. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Alors, docteur Félix Tshisekedi, on sait qu'en RDC, la question de la rébellion du M23 est toujours aussi vive. Il a vertement et ouvertement aussi pointé du doigt le Rwanda qui, selon lui, est à la cause de cette situation sécuritaire très dégradante. Il a pointé du doigt, bien sûr, le président rwandais, Paul Kagame, d'être à la cause de son malheur. Il a même dit qu'il ferait la guerre au Rwanda s'il était réélu. Et donc, on attend de voir ce qui va se passer. Et ce qui est assez intéressant dans l'évolution de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, c'est que, voyez, il est venu comme un naïf, quoi, l'enfant de papa, et voilà, qui ne comprenait pas grand-chose. Rappelez qu'il a fait toutes ses classes presque en Belgique. Hein. Oui, voilà. Et puis, il a commencé à prendre de l'ascendance politique en rebattant toutes les cartes
au sein de la classe politique. Vous savez, Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, bien sûr, Jean-Pierre Bemba aujourd'hui fait partie de sa tendance. On sait que Jean-Pierre Bemba, c'est quand même un chef de guerre avec quand même une certaine population derrière. Et il y a un certain nombre de choses. Si vous avez suivi la campagne, comme moi je l'ai fait, c'est que Tshisekedi a progressivement pris contrôle de la RDC à travers un certain nombre d'actes politiques qui lui ont permis de faire d'arriver là où il en est aujourd'hui. La gratuité de l'école, par exemple. Voilà. C'est vrai que l'élection a été entachée de beaucoup d'irrégularités. Il y a eu peut-être un bug dans l'organisation parce qu'on a fait finalement l'élection sur trois jours. 3 jours. Et ça, c'est pas très bon pour l'image de la RDC. Mais ce qui est sûr, c'est que Tshisekedi, Félix, je crois, il arrive à mobiliser les troupes aujourd'hui, à mobiliser les populations aujourd'hui, et on ne peut que lui souhaiter bonne chance après avoir entendu ce qu'on a entendu de la France par rapport à lui pour le premier mandat. Donc je crois que cette fois-ci, il va faire de sorte, sans nécessairement faire la guerre au Rwanda, faire de sorte que le Rwanda plie bagage de la RDC et que le pays soit pacifié, parce que le Congo, comme le Nigeria, franchement, 2 pays, s'ils sont bien gérés, vont vraiment être top dans l'économie mondiale. Récupérer les territoires, c'est désormais le défi de Tshisekedi. Je crois que le premier défi de Tshisekedi, en fait, c'est la paix et puis la réconciliation. C'est que c'est sur fond de crise qu'il a été élu, même si le taux de participation est de 43,53% et que lui-même il a été élu à plus de 73%. Il faut reconnaître qu'il y a quand même Moïse Katumbi et Martin Fayoulou et bien d'autres qui continuent de contester. Donc il faut travailler à ce que le consensus, en fait, que la paix revienne d'abord. Mettant les engagements, les défis qu'il a au niveau de la sécurisation de ses frontières et de la crise qu'il gère avec le Rwanda, il y a des instances internationales qui sont en train de co-gérer cette crise avec le président Tshisekedi. Maintenant, il faut prier à ce que la question de la pauvreté, parce que, bon Dieu, pour les images que j'ai vues, on ne peut pas comprendre que ce pays soit un scandale géologique, ait autant de ressources, un potentiel immense. Mais les rebelles pillent ce pays. Mais et que le Congo, la RDC, soit encore dans la pauvreté. En fait, c'est la pauvreté totale. Parce que j'ai suivi un documentaire sur IBG, je dis, mais c'est pas la peine. Donc, il a un défi majeur, la lutte contre la pauvreté. Très bien. Merci beaucoup à vous, Francis Ologiatalier, analyste politique, expert en gouvernance. Merci également à Dr Paul-Marie Wissou, théoricien de la gouvernance d'État. Vous allez vous entendre qui est finalement l'expert qui ne l'est pas. Moi, je ne suis pas expert, moi je suis théoricien. Vous êtes théoricien. Un théoricien, c'est un chercheur. D'accord, c'est simplement un chercheur. D'accord, donc chercheur en gouvernance d'État. Oui. D'accord, parce que quand on est théoricien de la gouvernance d'État, généralement on a des retours sur la chaîne YouTube qui demandent mais qu'est-ce qu'il a théorisé finalement? Oui, mais donnez-moi la chance de parler de ma théorie sur la gouvernance d'État. D'accord. Donnez-moi la chance et vous verrez bien. Merci également à vous, Alphonse Moïse. Vous n'êtes ni théoricien ni expert en gouvernance, mais vous êtes analyste politique, vous êtes journaliste aussi. Merci beaucoup, messieurs, et à lundi prochain si Dieu le veut. C'est que sur cette matin, encore 2 derniers rendez-vous, les soirs de Blaise Adampo, juste après la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite.